Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom, l'émission qui décrypte et analyse l'actualité pour vous permettre de prendre position sur des sujets de l'actualité nationale en toute responsabilité. Mais aussi, vous le savez, Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons de l'élection présidentielle de 2020 après avoir été désigné par le RPG Arc-en-Ciel pour être son candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre. Le président Alpha Condé continue de faire durer le suspense sur sa candidature au scrutin présidentiel le plus attendu et qui est prévu d'ailleurs pour le 12 octobre prochain en Guinée. Un suspense qui est loin d'être inodin car il faut dire la communauté internationale est sur notamment la croisée, n'a pas croisé les bras, j'allais dire. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU notamment observent depuis quelques jours en Guinée et ils sont en train de mener des démarches pour renouer le contact entre les différents acteurs et protagonistes impliqués dans la crise pour éviter, pour arriver, j'allais dire, à un minimum de consensus pour que les élections présidentielle ne soit pas à l'image du double scrutin du 22 mars. Alors cette question désormais qui revient dans les débats en Guinée, s'achemine-t-on vers un report du scrutin présidentiel tant attendu en Guinée? Alors qu'est-ce qu'il faut dire également du FNDC avec ces ténors de l'opposition qui appartient au front, qui est opposé à un nouveau au troisième mandat d'Alpha Condé, qui envisage de participer à ce scrutin présidentiel? Toutes ces questions seront abordées dans cette émission avec mon invité de parcours, Elhadj Thierno Mamadou Ba, président de la nouvelle génération pour le changement, également ex-directeur de publication du journal Défi. C'est bien de le rappeler. Et là, j'ai tout le plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom. Bienvenue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Mohamed. Quand même, ça fait très longtemps. On cherchait à vous dénicher. C'est vrai. C'était difficile. C'est vrai. Je suis aussi content de te retrouver. Ouais. Et c'est un plaisir pour moi de constater qu'ici à Starcom, tout se passe bien. Ouais. Et félicitations pour le boulot que vous faites. Merci Elhadj. Alors, on va commencer cette émission par cette actu qui reste à la une de l'Afrique, pourquoi pas de la sous-région. C'est le coup d'État malien. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Je voudrais avoir également votre lecture sur ce qui s'est passé en Guinée. Est-ce que selon vous, tout ça était prévisible? Au Mali? Oui. C'est vrai que le coup d'État au Mali n'a pas surpris pour ceux qui ont pris le temps d'observer et de chercher à comprendre la crise malienne qui quand même ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis un certain temps, ça couvait et on a compris que le président IBK était quand même un peu dos au mur. Le dialogue peut-être a fait défaut. C'est vrai que la société civile malienne et l'opposition, la société civile très mixte, composée de tout ce qu'on peut... voilà, DN5 et du MRFP. Mais surtout, il y a un homme qui a marqué les esprits, c'est l'imam Dicko. Ouais. Donc, et en plus donc, de cette société civile très cosmopolite, nous avons des partis politiques, même si le leader principal de l'opposition est Soumaïla Cissé, pour qui on a une pensée, c'est vrai, depuis un certain temps, absent du terrain politique malien. Mais le coup d'État, pour revenir à la question, je disais, n'a pas surpris, surtout que le Mali a quand même une certaine tradition dans ce domaine-là. On sait que de tous les chefs d'État qui sont passés au Mali, seul Konaré a échappé au coup d'État. Oui. Tous les autres, soit sont arrivés par coup d'État ou sont partis par coup d'État. Alors, la situation au Mali aujourd'hui préoccupe au-delà des frontières maliennes et même au-delà des frontières ouest-africaines. De ces préoccupations, il y a cette question qui intervient parce qu'on a vu cette sortie de la communauté internationale, à commencer par l'ONU, l'Union africaine et pourquoi pas la CEDEAO. Surtout, la CEDEAO est restée statique par rapport à la situation malienne. Il y a eu même des menaces de sanctions. On n'a même pas exclu de l'envoi d'une force militaire. Comment est-ce que vous avez apprécié la gestion de la crise malienne par la CEDEAO?
Non, mais vous savez, là, il faut peut-être mentionner aussi que les positions ne sont pas très homogènes dans la CEDEAO. Même s'il y a un communiqué au nom de l'ensemble des chefs d'État de cette organisation, mais on sait quand même dans les coulisses, le Sénégal, désormais un secret de polichinelle, que tous les chefs d'État ne sont pas dans la même logique que le président guinéen et celui de la Côte d'Ivoire. Et notamment Ouattara et Alpha Condé. Ah oui, qui sont les plus durs. Hein, qui sont les plus durs, mais ça s'explique aussi par le fait que, pour Alpha Condé notamment, c'est un ami de 50 ans de IBK. C'est un peu, si tu veux... Une position avant-gardiste. Voilà, l'arrière-base, disons, pour Alpha Condé, le Mali constitue en quelque sorte son arrière-base tant que IBK était là. Et IBK, idem pour la Guinée tant qu'Alpha Condé est ici. Donc c'est vrai qu'ils ne pouvaient peut-être pas avoir la même position, surtout qu'ils ont des velléités de troisième mandat. Ah oui. Donc accepter, cautionner ou laisser passer un coup d'État serait peut-être un peu inquiétant pour les deux notamment, pour toute la sous-région, mais pour les deux notamment, puisque après ça peut donner des idées aux armées guinéennes et maliennes. C'est pour cela peut-être qu'ils ont été très tranchants dans cette situation, mais ils ont été, selon les informations, mis en minorité. Ah oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que IBK lui-même, j'allais dire que c'était un coup d'État très professionnel, très civilisé. C'était la principale réclamation de la société civile. Le retour d'IBK en fonction, mais finalement lui-même, il a... Oui, puisque lui-même avait démissionné, même si c'est sous une certaine pression. Puisqu'il s'était posé la question de savoir est-ce qu'il avait le choix de rester ou de démissionner. La réponse est non, puisqu'il était désormais dans les mains de l'armée. Donc, c'est inquiétant, les coups d'État, mais c'est aussi la faute de ceux-là qui s'accrochent au pouvoir, comme c'est le cas chez nous et en Côte d'Ivoire. Il y a cette question qui revient, parce que désormais, il y a des inquiétudes qui se lisent dans les différents commentaires. On craint une certaine incidence négative de ce coup d'État malien, d'abord sur la Côte d'Ivoire et sur la Guinée. Et on sait que vous étiez très introduit lors de la transition guinéenne. Est-ce qu'on peut avoir, on a raison d'avoir peur aujourd'hui par rapport à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de ce qui s'est passé au Mali, avec ce contexte politique qui se dessine en Guinée? Non, pour la Guinée et la Côte d'Ivoire, ça devrait normalement les coups d'État être qu'un mauvais souvenir. Mais est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies de continuer dans une démocratie? En tout cas, pas dans une vraie. Puisque le président Condé, après son second et dernier mandat, était censé partir, et partir par la grande porte. Sauf que on sait depuis un certain temps qu'il n'a pas envie de partir. Et donc, est-ce que c'est la démocratie qui continue? Je dirais non. C'est plutôt, nous sommes dans une démocratie et qui dit clairement son nom. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre un coup d'État en Guinée? Ah oui, c'est la grosse question. Peut-être que c'est Alpha Condé, il faut poser cette question, puisque c'est lui qui gère l'armée, c'est lui qui gère l'appareil étatique dans son grand ensemble. Donc c'est à lui peut-être qu'il faut poser la question, mais est-ce que le coup d'État pour revenir au Mali est légitime ou disons légal? Non, un coup d'État n'est jamais légal, mais il peut être légitime par contre. Alors, il y a cette question également qui revient, parce que c'est vrai que sur la question du coup d'État malien, on a assisté à beaucoup de discours. Alors, c'est comme le cas de la Guinée. Au départ, les militaires, ils sont respectueux des principes démocratiques. Surtout pour le cas malien, on n'a pas suspendu la Constitution. C'est comme si l'État continuait. C'est un gouvernement, un parlement qui a été dissous. Alors, est-ce que vous, c'est possible de croire à ces discours des mutins du côté de Mali, au regard de tout ce qu'on a connu en Afrique, parce qu'en général, l'appétit du pouvoir vient en mangeant. Est-ce qu'on a le choix d'y croire ou pas? Je ne crois pas. Ils sont désormais aux affaires. Parce qu'il faut éviter de faire IBK. Pour combien de temps? Voilà, après IBK. Oui, mais ils sont aux affaires pour combien de temps? C'est ça la grande question. Avec qui vont-ils travailler pendant la transition? Je crois que ça, c'est l'une des principales questions qu'il faut peut-être régler pour savoir, pour se faire une idée de la suite. Mais l'horizon au Mali, à mon avis, est beaucoup moins sombre avec la situation qui se présente. Je crois que la junte partira rapidement du pouvoir. En tout cas, elle est beaucoup moins sombre que la situation sous IBK, puisque les 2 dernières années au Mali, IBK, c'était la sourde oreille. Il n'écoutait personne, avec une certaine gestion familiale des affaires de l'État. On sait que ses enfants étaient un peu trop mêlés à la gestion de la chose publique, ce qui quand même
n'est pas normal. Alors, aujourd'hui, parlant toujours du Mali, est-ce qu'il faut craindre pour la suite de la stabilité démocratique au Mali? Parce qu'on est à plus d'un demi-siècle au Mali, mais à chaque fois, le pays brille par des coups d'État, même si cette façon, on va dire que c'était un coup d'État douce, c'est-à-dire que c'est passé dans la douce, mais quand même, en réalité, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forte crainte vis-à-vis de la démocratie au Mali et pourquoi pas dans la sous-région, avec notamment ces espoirs qui semblent être, qui se transforment en des désenchantements? C'est le cas d'Alpha Condé, de Alassane Dramane Ouattara, auxquels les gens musaient une certaine retour de l'institution ou de la culture démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui il faut craindre pour toute la sous-région avec ce qui est en train de se passer? Non, c'est vrai qu'il faut craindre un retour des coups d'État un peu partout. Ouais. Mais c'est la faute aussi à certains hommes politiques qui viennent aux affaires et qui s'entêtent, qui ne veulent pas partir, qui s'y accrochent, ce qui n'est pas normal. 2 mandats, ça devrait normalement suffire, si c'est cela que la Constitution demande. Alors, pas besoin normalement pour un président de vouloir changer la Constitution. Au Mali, peut-être que ce n'est pas forcément le cas d'une nouvelle Constitution qui posait problème, puisque Ibeka était à son second mandat. À ce que je sache, il n'avait pas encore parlé de vouloir rester au-delà de son second mandat. C'est les dernières législatives qui ont... Il lui restait encore 3 ans normalement pour son mandat, son second mandat. Alors, est-ce qu'il faut craindre le retour des coups d'État? Oui, il faut craindre. Mais c'est la faute à ces présidents qui ne veulent pas partir. Puisque en Côte d'Ivoire, on aurait compris que la main soit passée à quelqu'un d'autre. Le président Ouattara nous a laissé entendre que 3-4 mois, c'est trop peu pour préparer un successeur. Mais il y a 1000 autres Ivoiriens qui peuvent mieux faire que lui. On ne peut pas quand même se prévaloir être le maire de tout un pays. Ça, je crois, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas... c'est pas bien pour la suite. Alors, ici en Guinée, le second mandat, c'est le dernier. On va parler de ça tout à l'heure. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs de l'émission Starcom et plus particulièrement de la télé Star 21 TV. Merci pour votre aimable attention. Alors, on va repartir avec la régie, avec ces éléments de reportage qui illustrent notamment sur ce coup d'État malien. Après, on revient pour ouvrir la boîte à Pandore de la question politique en Guinée avec l'élection présidentielle qui semble se dessiner en Guinée avec notre invité du jour, Elhadj Thierno Mamadouba, président de la NGC. C'est déjà consommé le coup d'État militaire au Mali. Dans son discours lu mardi 18 août 2020 dans les médias d'État, l'ancien président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, du gouvernement ainsi que sa démission à la présidence malienne. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Ce coup d'État est intervenu sans effusion du sang ni perte en vies humaines. Dans leur discours de circonstance, les militaires parlent d'une transition civile avant d'inviter toutes les organisations de la société civile malienne de se joindre à eux pour la lutte. Maliennes, Maliens, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahima Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale,
ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. Les putschistes regroupés au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, ont promis de nouvelles élections dans des délais raisonnables. Par la même occasion, le CNSP annonce la fermeture de toutes les frontières aériennes et l'instauration d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Des retours sur ce plateau et merci pour votre constance et considération renouvelée sans cesse à cette télé, plus particulièrement cette émission Starcom, l'émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité, ceci pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité qui occupent la une en Guinée. Alors, et là, désormais, on va ouvrir la boîte à Pandore de la question politique en Guinée avec l'élection présidentielle qui se dessine à l'horizon. Alors, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de débats sur les préparatifs. On estime que c'est un cheminement très chaotique. Selon vous, quel est votre regard sur l'organisation de ce scrutin présidentiel qui est prévu pour le 12 octobre? Bon, moi, je disais ce matin que ce n'était pas un scrutin présidentiel, que c'était une kermesse présidentielle, puisque ça n'a quasiment rien de sérieux. D'abord, personne n'était d'accord quasiment. En tout cas, tous ceux qui étaient vraiment de l'opposition et ceux qui sont censés aimer ce pays, même s'ils ne sont pas politiques, savent quand même que les conditions d'une élection présidentielle transparente ne sont pas réunies. Ça, c'est une première partie. L'autre partie de la question qu'il faut peut-être évoquer, c'est est-ce que le président a le droit d'être candidat, le président Condé? Est-ce qu'il a le droit d'être candidat? On va parler à Je dirais non. Dans ce cas, oui. Et les conditions, à mon avis, pour le moment, ne sont pas réunies. Mais attendez, le temps imparti moi, je ne comprends pas. Condé, ces conditions-là, ce n'est pas à vous, politiques, de les exiger. Il y a une commission électorale nationale qui a la responsabilité de veiller sur le processus électoral. Vous êtes des acteurs cette commission, et non des partenaires de la CENI. On le sait, et vous le savez, vous êtes journaliste. Cette commission n'est pas indépendante. Toutes les institutions sont inféodées. Tout le monde est au pas ici. C'est ça aussi. Mais vous avez vos commissaires à la CENI. Comment est-ce que c'est un certain nombre de partis politiques. Et même si tous les partis politiques avaient les représentants. Voilà, et c'est vous les politiques qui ont exigé également la mise en place d'une CENI plus institutionnelle qu'une CENI technique. À l'image du Sénégal, c'est l'État qui organise. Vous savez, tout ça c'est la faute à l'État. C'est vrai que l'État n'est pas obligé, par exemple, de se soumettre au diktat de quelqu'un d'autre par rapport à la bonne tenue d'une élection présidentielle. La bonne tenue d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, communale ou communautaire, c'est quand même, ça relève de l'État. Si ça ne marche pas, les conséquences, elles peuvent être, comme vous le savez, néfastes. On ne le souhaite pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aucune condition, pas la moindre, n'est aujourd'hui réunie pour aller dans une élection transparente. Aucune élection dans ces conditions-ci ne peut avoir la moindre crédibilité. Le président Alpha Condé, il a taillé le fichier électoral, c'est une mesure, c'est connu de tous. On nous a dit que Kankan était plus peuplé que Conakry, ce qui est quand même ahurissant pour quelqu'un qui connaît ce pays. Kankan, c'est vrai, superficiellement est très grand, pas plus que Conakry. Mais Conakry, la capitale à elle seule, fait quasiment le tiers de la population guinéenne. On ne peut donc pas admettre ça. L'autre question, je l'ai dit, vous avez dit qu'on va en venir, mais c'est que le président Condé lui-même ne doit pas être candidat à ces élections. Comment et pourquoi il a... Puisqu'il est à son second et dernier mandat. Ce n'est pas à vous de l'interdire de se présenter. Ce sont les institutions de la République. Non, ce n'est pas non plus les institutions. Non, on a une loi, on a une constitution. Oui, qui a été adoptée. Celle de 2010. Non, il y a une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais elle est bâtarde. Mais elle existe. Et c'est sur laquelle aujourd'hui le pays fonctionne. Non. Aujourd'hui, on se retrouve dans 3 constitutions. Peut-être qu'il faudra demander au président Condé quelle est celle qu'il utilise. C'est selon les besoins. Puisqu'il y a la constitution de 2010 qu'il a voulu mettre de côté, carrément, pour des raisons simples qui sont faciles à expliquer. Il y a cette constitution qu'il a fait semblant de soumettre à l'approbation des populations, qui n'a pas été celle qui a été promulguée. Ça a été prouvé ici par des avocats, et non des moindres. Donc, c'est une constitution déjà falsifiée qui a été promulguée. Donc, elle est taillée sur mesure. Vous avez vu ce que la Cour constitutionnelle a fait récemment. Elle a amputé une partie de cette nouvelle, je mettrai ça entre griffes, constitution. Alors, rien de sérieux à cette étape. Si nous voulons vraiment sauver ce pays,
faire les choses sérieusement, on devrait avoir un fichier électoral qui réponde aux normes, que les gens soient recensés normalement et que la cartographie ne soit pas sectaire. Puisqu'aujourd'hui, la cartographie, elle est sectaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une étude, ils ont fait venir des professionnels qui ont dit, bon, voilà ce qui doit ressortir si le président Condé devrait aller, même si c'est dans une élection transparente, gagner. Puisque ne peut voter que quelqu'un qui dispose d'une carte électorale. Mais la grosse surprise, c'est que c'est vrai que je me demande, avec l'évolution des temps, vous êtes de quel bord politique? Est-ce que vous êtes de l'opposition républicaine ou bien, voilà, vous êtes un... L'opposition républicaine, ce n'est pas un bord politique. Oui, maintenant... L'opposition républicaine est une partie d'un tout. Oui. Et le tout en question, c'est l'opposition. Oui. Donc, vous devez éviter quand même, à mon avis, vous qui êtes suivi par l'opinion, de faire croire qu'il y a plusieurs oppositions. Ouais. Non, il y a une seule opposition dans laquelle il y a un certain nombre. Non, aujourd'hui, on a des blocs. Aujourd'hui, accepter le terme qu'on puisse dire qu'on a plusieurs oppositions, parce que nous avons une opposition parlementaire qui est à l'Assemblée nationale. Nous avons une opposition extra-parlementaire, les partis qui ont participé à ce double scrutin du 22 mars, mais qui n'ont pas eu de députés. Et vous qui avez refusé de participer. Voilà, c'est. Non, mais ça, c'est. Tout ça, c'est l'opposition. Ouais. Enfin, je ne parle pas de ceux qui sont à l'hémicycle et qui ont fait des deals pour être députés. Je ne parle pas de ça. Non, vous n'avez pas de preuves. Là, c'est non, j'ai dit que je ne parle pas de ça. Oui. Ce dont je parle, c'est tous ces partis qui ne sont pas de la mouvance et qui ne sont pas d'accord avec cette façon de gouverner du président Condé. Ces partis sont quand même de l'opposition, vous ne pouvez pas le refuser. Maintenant, dans cette grande opposition, dans cette grande famille de l'opposition, il peut y avoir des rapprochements d'un certain nombre qui se retrouvent dans une alliance électorale ou dans une alliance politique. Alors, qui dites-vous, pendant que vous égrenez toutes ces anomalies en ce qui concerne le processus électoral, cependant, il y a quand même des ténors de l'opposition guinéenne qui aujourd'hui envisagent de participer à ces scrutins présidentiels. Voilà, ça dédie tout simplement la position de l'opposition guinéenne actuellement. Parce que tantôt, vous êtes les gens qui dénoncent, mais tantôt, il y a des gens parmi vous, pas n'importe lesquels aujourd'hui, qui envisagent de participer. C'est le cas de l'UFDG qui, aujourd'hui, au regard des résultats passés, quand même, qui est la principale force politique opposée à Alpha Condé, aujourd'hui a entamé des consultations pour participer. Voilà, là, quand même, est-ce que l'opposition ne se trouve pas devant un fait accompli? Non, mais aucun parti de l'opposition n'est censé décider pour tous les partis de l'opposition. Ce n'est pas possible. Oui. Chaque parti est libre d'analyser en son sein et de décider s'il faut participer à cette kermesse ou pas. Nous, à la NZC, on a notre position. Donc je ne peux pas parler de ce qui peut être éventuellement la position de l'IFDG, puisque c'est de l'IFDG que vous avez parlé. Oui. On attend qu'elle se décide pour dire qu'est-ce qu'on en pense. Ce n'est pas seulement que l'IFDG. Pour l'instant, c'est de celle-là que vous avez parlé. Il y a Kabele qui s'annonce, il y a également Dr Ousmane Kaba Pades qui s'annonce. Donc du coup, il y a tout un... À mon avis, Kabele et Dr Ousmane Kaba sont une autre sorte d'opposants qui sont proches du président de la République et qui sont aussi de l'opposition aujourd'hui, puisque à un moment donné, ils ne se sont pas entendus. Sinon, on sait qu'ils ont fait quand même une bonne partie du parcours ensemble. Kabele, dont vous parlez, a été ministre de la Défense. Membre du FNDC, quand même. Bon, membre du FNDC, voilà, est-ce que ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose, membre du FNDC. Puisque, vous savez, c'est une association quand même de politique et de société civile. Ce qui, apparemment, ne fonctionne pas, j'en sais quelque chose. Donc, celui dont vous parlez là, ou ceux dont vous parlez, Ousmane Kaba et Kabele notamment, tous les deux sont proches du président, on le sait. Même si à un moment donné, veut pas dire que... même si à un moment donné, ils ne se sont pas entendus peut-être sur un certain nombre de points. Certainement liés à des intérêts personnels, pas liés à la situation politique générale du pays, pas liés à la vie de la nation. C'est certes, Kabele n'est arrivé dans l'opposition que lorsqu'il a été débarqué du gouvernement. Il était ministre de la Défense. C'est le cas de beaucoup d'entre pendant un certain nombre de temps. Et puis, après ministre de la Sécurité, avant d'être débarqué, il n'a pas démissionné pour venir à l'opposition. Il a été débarqué. J'aurais pu comprendre que quelqu'un comme Gassama vienne à l'opposition et qu'on lui accorde une certaine crédibilité. Alors, un ministre qui a occupé 2-3 fonctions, et pas ministérielles, pas de moindre, ministre de la Défense, la Sécurité, ce n'est quand même pas rien, et qui attend d'être débarqué comme un vulgaire type pour venir dans l'opposition, pour moi, ce n'est pas un vrai opposant. Ousmane Kaba, selon des informations crédibles, aurait souhaité être ministre des Finances, sauf qu'il voulait qu'on ramène le budget dans le portefeuille des Finances pour accepter, prendre et de revenir
dans la mouvance présidentielle. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, on lui aurait donc proposé que le ministère des Finances, il a refusé de prendre ça. Et il semble qu'à un moment donné, il a voulu reprendre et c'était trop tard. Donc ce n'est pas des vrais opposants, ce n'est pas par conviction qu'ils sont dans l'opposition, c'est puisqu'ils sont frustrés. Ils sont rappelés tout de suite. Et pour le cas de Dalien quand même, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un vrai opposant, Dalien. Il a été toujours... voilà. Donc, ce n'est pas le fait qu'ils sont avec Alpha Condé, mais... Non, on ne peut pas être avec le président de la République et se réclamer de l'opposition. Il faut qu'on soit cohérent. Ils ont le droit d'être là-bas. Ça, je ne condamne pas. Ils ont le droit d'être de la mouvance. Ceux qui sont de la mouvance en ont le droit. Ceux qui sont de l'opposition ont leur motivation. Alors, on va parler de vous présentement parce que la NDC, vous n'avez aucune expérience politique en Guinée. Même les dernières élections locales, vous n'avez pas participé. Alors, c'est vrai que votre position statique sur la question de l'élection présidentielle peut se justifier par un manque de préparation du parti en termes de mobilisation, en termes de préparation. Est-ce que là, aujourd'hui, votre position vis-à-vis de ce scrutin présidentiel n'est pas le fait que la NDC s'est consciemment c'est pas la peine de se lancer dans une opération d'avance perdue? Non, c'est simplement une question de principe. C'est pas question d'avance perdue. Sinon, on sait que si Alpha Condé est candidat, avec aucune condition de transparence, tous ceux qui y vont, c'est perdu d'avance. C'est connu. Mais c'est une question de principe. Le principe veut qu'il y ait un minimum de transparence pour qu'on y aille. Et cette transparence n'existe pas. Et nous refusons de reconnaître en Alpha Condé sa qualité de candidat. Il n'a pas le droit de candidater. Alors ceux-là que vous avez cités, Dalin notamment, et qui voudraient, selon vous, non mais c'est officiel parce que le courrier il a été publié dans la presse. Je ne sais pas s'il y a aux élections ou pas. Mais si c'est le cas, je dirais tout simplement que c'est un paradoxe. Pour la simple raison que pendant les législatives, comme nous, ils se sont abstenus d'y aller, pour des raisons quand même connues de tout le monde, et valables. Et quand même, les législatives, c'était avec la Constitution de 2010. Mais on sait que les conditions de transparence n'étaient pas réunies et que c'était complètement biaisé et c'était perdu d'avance puisque le président Condé a mis au pas, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'institutions. Est-ce que la NDC est un parti qui aujourd'hui peut aspirer à des challenges politiques en réalité? C'est ça la question, parce que à quel niveau d'intégration à travers le pays? Quel est votre... c'est pas puisqu'on n'a pas 10 ans. Par quoi se justifie votre force politique? Ce n'est pas puisqu'on n'a pas 10 ans. Parce qu'on a beaucoup de partis à SAC qui... ce n'est pas puisqu'on a 10 ans. Surtout pour votre cas, on rappelle que vous êtes un journaliste qui a tendu plusieurs fois la main aux dirigeants et qui finalement a fait son sac et décide notamment de venir dans la presse. C'est une accusation dans la politique. Donc du coup, non, je n'ai jamais tendu de main à un dirigeant. Vous n'avez aucune force politique. Non, je n'ai jamais tendu de main à un dirigeant. Ça, c'est une accusation gratuite. Je vous pardonne. Mais je n'ai jamais tendu de main à un dirigeant. Vous ne pouvez pas le dire. J'ai été journaliste pendant longtemps. J'ai été journaliste pendant quasiment 18-19 ans. Je n'ai jamais tendu de main à un dirigeant. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez pas le dire. Ça m'étonne que ça vienne de vous. Je pensais quand même que vous avez un peu suivi mon parcours. Par quoi c'est juste une force politique? Non, écoutez. C'est ça la question. Parce que par quoi se justifie une force politique? Il y a beaucoup de partis à SAC, sincèrement, qui... Ça, c'est votre droit de croire qu'il y a des partis à SAC. Mais ça a été dit ailleurs, contre des partis qui existent depuis 100 ans, ou plus, qui ont cru à un moment donné, notamment en France, que quelqu'un qui vient d'arriver ne peut pas être président. Macron n'avait aucune base électorale. Il n'avait participé à aucune élection auparavant. Il est passé président de la République, devant des partis classiques qui existent depuis plus d'un siècle. C'est évident, oui. N'est-ce pas? Alors, pourquoi pas ici, pourquoi pas ailleurs? Pourquoi vous pensez que c'est des partis qui sont là depuis 20 ans qui peuvent passer? Non. On sait ici que souvent, quand les partis arrivent aux affaires, ou c'est quand les présidents arrivent aux affaires, qu'ils font leur parti, et les partis deviennent numéro 1 puisqu'on utilise le denier public. Et puis, quand le président n'est plus là, le parti est mort. Ce fut le cas du PDG. Ce fut le cas du PIP, puisqu'on sait que le PDG est mort au lendemain du décès du président Sékou Touré. Le PIP également. Le PIP est mort au lendemain du décès du général Lansana Conté. Mais là, vous devez savoir que le RPG mourra avant Alpha. Pour la simple raison que s'il parvient à faire son hold-up électoral, il ne va plus s'occuper du RPG puisqu'il n'en aura plus besoin. C'est aussi simple que ça. Alors ce n'est pas question d'être ancien sur le terrain ou nouveau, pour réussir dans une élection, ce n'est pas ça. Mais par principe, nous refusons de participer à une kermesse présidentielle. Puisque moi, je n'appelle pas ça une élection, mais une kermesse.
Alors, il faut dire quand même que vous étiez l'un des... Bon, je vous renvoie désormais dans votre profession de journaliste. Vous avez été l'un des journalistes les plus caustiques vis-à-vis des différentes gestions en Guinée. C'était le cas notamment pour Lansana Conté, pourquoi pas le début du mandat d'Alpha Condé. Alors, les langues se délient par rapport à votre rapport entre vous et Cellou Dalein Diallo, parce que votre venue en politique a suscité beaucoup d'interprétations. On estimait même que vous allez être un colistier à Dalein. Aujourd'hui, quel est le rapport qui existe entre la NDC et l'UFDG? Aucun rapport entre la NDC et l'UFDG. Sauf que nous sommes tous deux. Vous avez refusé l'offre ou partis de l'opposition. Oui. Par contre, il y a une relation personnelle qui nous lie, Dalein et moi-même. Nous sommes amis, ça c'est depuis quand j'étais journaliste. Et je suis aussi ami à son épouse, Adja Limatou. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de 7-8 ans. Même 10 ans bientôt. Alors que politiquement, il y a une tentative notamment de dissoudre voilà, la NDC au sein de la Grande Mare IFDG que vous aurez refusé. Voilà, cette information vient de vous. Je ne savais pas qu'ils ont tenté de le faire. Voilà, je voudrais mais rassurez-vous, même s'ils tentaient de le faire, ils n'y arriveront pas puisque nous sommes en train d'aller sur notre chemin. Et on n'a pas besoin de nous accrocher à quelqu'un, on n'a pas besoin d'être remorqué, on n'a pas besoin d'aller être colistier de qui que ce soit, fut-il Dalein. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, mon invité du jour est très coriace apparemment sur ce plateau. Et là, j'ai Thierno Mamadouba, président de la NDC. Alors, avec vous, on va répartir avec la régie pour cet élément de reportage qui illustre notamment l'arrivée de ces experts de la CEDEAO en Guinée qui cherchent à accorder les violons en Guinée en ce qui concerne les protagonistes pour aboutir à un consensus afin d'éviter une élection à l'image du double scrutin du 22 mars. On suit cet élément de reportage avant de revenir dans cette émission pour poursuivre l'entretien avec notre invité. Arrivés ce week-end à Conakry, les experts de la CEDEAO vont examiner le fichier électoral pour l'élection présidentielle de 2020. Une mission qui ne rassure pas l'opposition guinéenne qui pense plutôt à l'instauration d'un dialogue basé sur la confiance entre les acteurs du processus. C'est du moins ce que nous dit cet ancien commissaire à la CENI. Écoutez, à ce stade-ci, ce n'est pas ce que nous souhaitons. En tout cas, au niveau de l'opposition politique et au niveau du FNDC. C'est bien que des équipes d'expertise puissent, comme c'est le cas le plus souvent, être déployées au niveau de la Guinée pour appuyer le processus électoral au niveau de notre pays. Mais à ce stade-ci, ce que nous souhaitons, ce ne sont pas des experts, mais c'est plutôt une mission de haut niveau qui pourrait être composé d'anciens chefs d'État qui viendraient en Guinée pour essayer de mettre sur la même table les Guinéens, c'est-à-dire le FNDC et la mouvance présidentielle, pour que nous puissions voir les possibilités d'ouverture du dialogue politique. Un fichier électoral propre et une élection libre et transparente permettra l'acceptation des résultats par les candidats en liste, poursuit Étienne Soropogui. Naturellement, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous sommes absolument ouverts aux discussions avec ce pouvoir. Nous avons, c'est vrai, posé un certain nombre de conditions pour que ces discussions puissent avoir lieu. Je pense que les positions peuvent évoluer. L'important pour nous, c'est de travailler à garantir les conditions d'une compétition honnête et sincère. Je crois que si ce préalable qui consistait à ce que des responsables de haut niveau, que la communauté internationale déploierait au niveau de notre pays pour essayer de venir d'abord trouver les conditions d'un dialogue sincère et honnête, je pense que nous sommes preneurs. Et de ce point de vue, nous travaillerons avec, une fois les discussions ouvertes, pour que les conditions, pour qu'un fichier consensuel, parce que c'est fondamental, puisse être trouvé. Au-delà du fichier, nous travaillons aussi pour que l'organe de gestion qui est la CENI puisse présenter un visage qui rassure les compétiteurs. La Cour constitutionnelle a annoncé ce mardi 25 août 2020 la disponibilité de la liste des pièces à fournir et le modèle de déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.
Des retours dans cette émission, dans Starcom, avec notre invité du jour, Elhadj Thierno Mamadou-Ba, président de la NGC, bien entendu, nouvelle génération pour le changement. Avec lui, nous passons au peigne fin l'actualité sociopolitique de la Guinée. Alors, on va parler à présent de cette réplique désormais qui pourrait disposer ceux qui sont opposés à un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Notamment, je parle du Front National pour la défense de la Constitution qui a été constitué, qui réunit des acteurs politiques, de la société civile et pourquoi pas de d'autres activistes. Aujourd'hui, avec tout ce qui se dessine des partis pas moindres que membres du FNDC qui annoncent leur participation, pendant que d'autres restent sur les positions comme vous, cette grosse question est, est-ce que le Front ne vire pas vers son éclatement? Quel est l'avenir qu'on peut dessiner pour le FNDC? Quel avenir? Je n'en sais rien, mais le constat, il se pose, puisqu'il y a déjà un certain nombre de principaux leaders du Front qui ne conjuguent plus le même vous avez jamais vu lors des manifs du FNDC? Pourquoi vous... Puisque je ne suis pas du FNDC, j'y ai pas cru. Au début, on a failli le faire ensemble, puisque... En tout cas, j'étais très surpris de ne pas tout voir. au début, je me suis retrouvé... Parce que beaucoup ont profité de la situation pour se faire... voilà, je ne suis pas quelqu'un qui profite des situations. Au début, j'étais avec Kounduno et Sano, on s'est retrouvés pour discuter longuement de cette affaire. C'était en train de mettre ça sur pied. Ce n'était pas encore connu du grand public. Ça n'avait pas été lancé encore, ce n'était pas officiel. Mais on ne s'est pas entendu sur un certain nombre de choses, notamment sur la participation ou non de ceux qui étaient les députés à l'époque, qui étaient en fin de mandat et qui n'avaient pas voulu quitter le Parlement. Notamment les députés de l'FDG et de l'EFR. Voilà. À part ça, il faut quand même reconnaître que le FNDC a fourni beaucoup d'efforts. Mais vous savez, j'ai fini par savoir, et je le dis en connaissance de cause, qu'une panachée de société civile et de politique ne marche souvent pas, puisque les objectifs, notamment à court terme, ne sont pas les mêmes. Et il y a ça peut-être qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas aller avec la même allure, on peut ne pas conjuguer le même verbe. Aujourd'hui, je crois que ça va tout droit vers l'éclatement, surtout si ceux-là qui constituent, comme vous aimez le dire, les ténors du FNDC vont à cette kermesse présidentielle. Dans ce cas, l'éclatement est assuré, vous pouvez me croire. Alors, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Guinée, on a l'impression que les horizons sont bouchés parce que on a une CENI qui semble être une sorte de une caisse ou une télé à résonance ou une télé dont la télécommande serait du côté de Sékou Touré qui ferme les yeux sur tous les préalables en ce qui concerne l'organisation d'une élection crédible et transparente. La mouvance qui aujourd'hui est dans une dynamique de poursuivre son combat pour aboutir à ce troisième mandat, avec cette opposition comme vous qui reste statique sur vos positions. Aujourd'hui, quelle est la solution ou le schéma que vous pourrez proposer aujourd'hui pour extirper le pays dans cette crise aujourd'hui qui affecte sérieusement le panier de la ménagère? En fait, d'un président démocrate, on est passé à un président dictateur. Donc, en attendant qu'on revienne à la démocratie, en attendant qu'il y ait des conditions de transparence, d'une bonne organisation, d'une élection transparente, crédible, acceptée de tous, nous devons, nous, opposition, s'abstenir d'aller contre Alpha qui n'a pas le droit d'être candidat à une présidentielle. Sinon, ce serait tout simplement l'accompagner, le légitimer et être comptable plus tard de ce qui va advenir. Puisque, comme vous l'avez dit, l'horizon exactement est sombre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que je viens de vous expliquer. Nous devons, si Alpha doit absolument, s'il s'entête, puisqu'il détient les manettes, il a l'armée, il a tout ce qu'il faut aujourd'hui avec lui, s'il doit aller, il veut faire du forcing, il veut un troisième mandat, on ne devait pas l'accompagner dans les urnes pour légitimer ce troisième mandat. Il devait y aller seul ou avec ses ouailles. Alors, il y a quand même certains observateurs aujourd'hui, et même des acteurs politiques, qui semblent être dans cette posture de transition douce en Guinée. Est-ce que ça vous a tiqué cette question? Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui, et certains estiment que la solution pourrait être notamment par une transition qui est pilotée par un organe provisoire afin de nous sortir de cette crise? Quelle est votre position sur la question de la transition? Pilotée par qui? Je n'en sais rien. Mais à cette allure, si rien n'est fait pour vraiment revenir à la raison, la transition me semble inévitable. Fort malheureusement.
Voilà. Alors, il y a cette autre question sur laquelle je voudrais avoir votre avis, c'est la gestion de la pandémie de Covid-19. Voilà, c'est la question bête de cette émission. Alors, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de tohu-bohi, d'abord avec ce plan gouvernemental proposé par la banque à la Banque centrale qui a capoté avec notamment les surfacturations, mais également cette gestion qui balbutie. Aujourd'hui, on est à près de 8000 et quelques de Guinéens aujourd'hui qui sont affectés. Quel est votre constat ou analyse sur la gestion de la pandémie par le pouvoir d'Alpha Condé? En fait, la gestion de la pandémie par le régime, le pouvoir Condé, c'est un peu la même gestion qui est faite du pays depuis 2010 jusqu'ici. C'est une gestion catastrophique. C'est une gestion d'amateur. Le président Condé, tout ce qu'il fait est politique. Tout ce qu'il fait est politique, y compris la gestion de la pandémie. C'est tout à fait politique. Sinon, on aurait pu quand même, dès le départ, mieux s'organiser, puisqu'on a quand même ici des médecins d'une certaine expérience, on a des scientifiques, même s'il faut mettre ça entre griffes. Mais c'est puisque aussi, ceux qui sont, disons, nos scientifiques, nos médecins, nos grands médecins, ne sont pas mis en valeur. On souvent croit plus aux autres qui viennent d'ailleurs, à ceux qui sont ici sur place, alors qu'on aurait pu avoir une meilleure gestion de cette pandémie. Donc, la gestion de la pandémie, ce n'est qu'une partie de cette gestion globale du président Condé qui a lamentablement échoué. Alors, il y a cette question, parce que parlant de ces élections présidentielles, on est obligé de parler de cette grande mare du RPG Arc-en-Ciel avec ces coalitions, notamment CODEC, coalition démocratique pour le changement de la continuité. On a vu ces deux discours de vos anciens de l'opposition, Mokhtar Diallo et de Aboubakar Sylla, aujourd'hui qui sont tous membres du gouvernement Kassori Fofana, partenaire d'Alpha Condé, et qui veulent même l'accompagner pour ce troisième mandat. Comment est-ce que vous avez observé tout ça à distance après le recul? Bon, vous savez, tout ça, c'est une ambiance de fin de règne. Si vous vous rappelez, du temps de Lansana Conté, vers la fin, un peu avant qu'il ne soit quasiment invisible, rongé par la maladie, on a assisté à la création de ce genre d'organisation, Morelac, Mozalak. Donc c'est la même chose qui revient aujourd'hui. Codenoc, Codec ou je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est ambiance de fin de règne. C'est inévitable que d'ici 6 mois, on va être dans une nouvelle ère. C'est inévitable. Et maintenant, le président Condé, il a le choix. Sortir par la grande porte, ou sortir par la petite porte, ou même peut-être par la fenêtre. Mais il partira, c'est inévitable, je sais de quoi je vous dis. Alors, et ces anciens opposants, on a vu Aboubakar Sylla qui a été quand même porte-parole de l'opposition, qui semble nous présenter une Guinée sur maquette avec la gestion d'Alpha Condé. Bon, vous savez, est-ce que vous avez été surpris? Vous savez, c'est une question. Ou bien c'est surpris pour Aboubakar Sylla. Vous côtoyez l'homme en tant que journaliste, est-ce que c'est... Non, je n'ai vraiment pas côtoyé Bouba Sylla, je n'ai pas été proche de lui, mais je l'ai observé à distance en tant que journaliste, donc je n'ai pas été surpris. Voilà, par son passage de l'opposition à la mouvance, puisque je sais quand même que depuis un certain temps qu'il était intéressé par des postes de ministre, notamment le ministère des Mines, qu'il n'a jusqu'ici pas pu obtenir. Alors, c'est une question de caractère personnel des leaders, c'est une question de conviction. Quand on est constant, on a de la conviction, on sait ce qu'on veut pour le pays et pour soi-même, on n'a pas besoin d'aller de gauche à droite. Tantôt on est de la mouvance, tantôt on est de l'opposition. À mon avis, ceux qui font ces va-et-vient n'ont aucune crédibilité. Alors, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission, mais il y a cette grosse question. C'est vrai que vous êtes sur la télé du 21e siècle, qui est plus suivie d'ailleurs à l'international qu'en Guinée. Je vais vous offrir une minute très précieuse. Vous allez observer cette caméra et dire à ces millions de Guinéens pourquoi, s'il y a une opportunité de choix à faire, notamment à porter les ressources sur la NGC, Nouvelle Génération pour le Changement en Guinée. Merci, je voudrais dire à tout un chacun, à vos téléspectateurs, aux Guinéens d'ici et d'ailleurs, que c'est important de ne pas cautionner cette kermesse du président Alpha Condé, puisqu'il est en train de nous envoyer tout droit vers le mur, ce qu'il faut éviter. En 2010, nous revenions déjà de très loin, on a cru qu'on était finalement dans une ère démocratique, et que le président Condé, qui s'est battu pendant longtemps pour... disons la démocratie, puisque c'est ce qu'il nous avait fait savoir, a quand même fini par décevoir. On s'attendait à ce que plus
il impose, il instaure une certaine culture démocratique pour qu'à la fin de son second mandat, qu'il parte par la grande porte et qu'il laisse la Guinée dans une certaine stabilité. Alors, aujourd'hui, je voudrais demander aux Guinéennes et aux Guinéens, à tout le monde, à chacun et à tous, de faire en sorte que le président Alpha Condé s'arrête là pour le bonheur des Guinéens. Et beaucoup d'autres Guinéens, y compris nous-mêmes à la NGC, pourront faire mieux que le président Alpha Condé. Et ceux qui sont complices de ce qui se passe aujourd'hui doivent savoir absolument qu'ils seront eux aussi comptables au même titre que le président Condé. Je voudrais, avant de terminer, vous remercier pour cette invitation et au plaisir de vous revoir. Alors, tout le plaisir a été pour nous également, hélas, de vous avoir dans cette émission. Et j'espère que ça ne sera pas non plus la dernière, hein, parce que c'est difficile de vous accrocher. Voilà, parfois. Non, je reviendrai quand vous voulez. Alors c'est la fin de cette émission et j'espère tout simplement que ce numéro de Starcom vous a permis de mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. C'est sûr pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité en toute responsabilité. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et au revoir. On se reprend dans cette même émission avec d'autres acteurs de la vie politique en Guinée. Merci pour votre attention. Au revoir.